Maintenant, il y a des contacts entre ces deux fonctions. Les fonctions du ministre de la Justice et les fonctions des magistrats du parquet, du ministère. Mais avant de parler des contacts, des relations entre ces deux fonctions, j'aimerais d'abord dire un petit mot sur l'origine du terme ministère public, ce qui me permettra de présenter plus tard les réformes que je propose. Le terme ministère public, mesdames et messieurs, c'est une institution d'origine française. Au Moyen-Âge, lorsque le roi de France voulait défendre ses propres intérêts devant les juges de tribunaux, il confiait cette mission à des procureurs, procuratores ou mandataires, qui étaient des avocats ordinaires. Et à partir du 15e, 14e, 15e siècle, le roi devenant de plus en plus puissant, les procureurs du roi ne pouvaient plus continuer à défendre les intérêts de leurs clients privés. Désormais, ces avocats étaient devenus permanents et consacrés exclusivement à la défense des intérêts du roi. Et c'est à partir de cette époque que ces magistrats, ces procureurs du roi, devaient maintenant monter sur l'estrade, comme là où nous sommes aujourd'hui, à un endroit bien spécifique pour assurer la défense du roi. Il y avait un point particulier qu'on appelle parquet, c'est pour cela que les magistrats du ministère public, on les appelle les magistrats du parquet. Le parquet, c'était un endroit spécifique sur l'estrade où ces magistrats se tenaient pour montrer qu'ils jouent un rôle différent des magistrats du siège qui sont assis. Plus tard, ces procureurs commencent à élargir leurs compétences. Ils vont commencer maintenant à défendre non seulement les intérêts du roi, mais aussi les intérêts de toute la société. Et plus tard encore, une évolution. Ils ne vont plus défendre les intérêts du roi, ils vont maintenant commencer à défendre exclusivement les intérêts de la société. Ils deviennent alors le ministère public. Aujourd'hui, le ministère public a pour fonction de veiller au respect de l'ordre public, à la défense de l'intérêt social et à la bonne application du droit. Et c'est pour cela qu'il y a cette dépendance du ministère public auprès de l'autorité du gouvernement. La dépendance hiérarchique des magistrats du ministère public, comme je viens de vous le démontrer, cette dépendance fait que les magistrats du ministère public sont des agents du pouvoir exécutif, mais affectés auprès des cours et tribunaux. Ils sont placés bien sûr sous la direction et le contrôle de leur chef hiérarchique, mais sous l'autorité du ministre de la Justice. C'est ce qui fait qu'en France en particulier, un officier du ministère public, donc un magistrat du parquet, peut recevoir des instructions du ministre de la Justice. Et si le ministre de la Justice donne des instructions au procureur d'engager des poursuites pénales, ou même de ne pas poursuivre ces poursuites, il est tenu d'obtempérer. Il y a toute une explication en France, mais je ne veux pas m'étendre là-dessus. En RDC, la situation, je l'ai dit, du ministère public se trouve également définie dans le livre. Maintenant, au niveau des contacts, suivant le système français que nous avons copié ici, c'est le ministre de la Justice qui est le chef politique du parquet. C'est lui qui donne des instructions
Et il a même le pouvoir d'injonction positive, et se trouve dans le statut des magistrats, où il peut déclencher des poursuites pénales en demandant au ministère public de poursuivre telle ou telle situation amenant des enquêtes pour voir s'il y a des commissions d'infraction. Dans notre loi, l'article 15 du statut des magistrats précise bien que le ministère public dispose de ce pouvoir d'injonction positive sur le parquet, mais il exerce ce pouvoir en saisissant le procureur général près la Cour de cassation ou l'auditeur général des forces armées près la Haute, selon lui. Mais le statut précise que le ministre de la Justice n'a pas à interférer dans la conduite de l'action. Cette situation soulève des problèmes. Il y a certaines incohérences. Première incohérence, il y a la double appartenance des magistrats du parquet au pouvoir exécutif, mais gérés comme membres du pouvoir judiciaire par le Conseil supérieur de la magistrature. Conseil supérieur de la magistrature dont le pouvoir exécutif ne fait pas partie. C'est une incohérence. On en a parlé hier dans cette salle. Le Conseil supérieur de la magistrature gère les nominations, les promotions et la discipline des ministères publics à l'insu et en excluant le ministre de la Justice qui est le chef du parti. Il y a des contradictions entre les articles 149 et 152 de la Constitution concernant les magistrats du ministère public. J'étais présent au mois de décembre 2010 lorsqu'on a retiré les magistrats du parquet du pouvoir judiciaire. J'étais l'un des acteurs. Peut-être tout à l'heure, vous posez une question si ça s'adresse aux magistrats. Je vais expliquer dans quelles circonstances et pour quelles raisons on a retiré les magistrats du parquet du pouvoir judiciaire. Et c'est que moi-même j'ai dit, et quelle a été ma réaction en ce moment-là, vers 3h, 4h du matin, 5h du matin, à l'hôtel Pullman. J'étais présent, je vais expliquer ce qui s'est passé, ce que j'ai fait. Donc il y a cette contradiction qui est dans la Constitution d'aujourd'hui. D'un côté, on exclut les magistrats du parquet du pouvoir judiciaire, à 249, et de l'autre, on les maintient dans le pouvoir judiciaire parce qu'ils sont gérés par le Conseil supérieur de la magistrature, qui est un organe de gestion du pouvoir judiciaire. Troisième constitution, le Conseil supérieur de la magistrature, c'est un organe du pouvoir judiciaire et non du pouvoir exécutif. Mais il recrute, gère la carrière et la discipline des agents du pouvoir exécutif sans la présence des représentants politiques de ce pouvoir. La discipline des magistrats du parquet est gérée en vase clos par un organe corporatiste composé uniquement de magistrats, et à cause du corporatisme, il y a des dégâts qui sont causés parce qu'il y a la tendance à pouvoir couvrir les fautes commises par les membres, comme on dit, les loups ne se mangent pas entre eux. J'ai un cas que je vais vous présenter ici. Donc, devant cette situation, le pouvoir exécutif est désarmé à cause de ces incohérences et manque de moyens juridiques et politiques crédibles pour agir, pour protéger les bons magistrats. Et il y en a, nous en avons, qui font correctement leur travail, et pour punir les mauvais magistrats, parce qu'il y en a aussi. Et donc, il faut évacuer ces incohérences pour que nous puissions rester dans un système cohérent.
qui protègent les bons magistrats, il y en a, ils sont nombreux, mais aussi pour punir sévèrement ceux qui salissent tout un corps d'élite par leur mauvais comportement. Je vais donc chercher à proposer quelques solutions, tout en soulignant d'abord que ce qu'on entend par indépendance du juge ou indépendance du pouvoir judiciaire, c'est en fait l'indépendance de la fonction du juge. C'est lorsque le juge est devant un dossier, devant un litige, et qu'il doit trancher pour dire le droit, pour dire qui a tort, qui a raison. C'est en ce moment-là qu'il est indépendant. Il n'a que la loi comme autorité. Il doit être indépendant du pouvoir d'argent qui fait des ravages dans l'appareil judiciaire aujourd'hui. Il doit être indépendant de sa propre hiérarchie qui peut chercher à interférer dans la prise de sa décision. Il doit être indépendant des organisations ou des assemblées religieuses où il prie ou dont il est membre. Il doit être indépendant des membres de sa famille, de ses amis. Bref, il doit être capable de se juger lui-même dans les actes qu'il pose au moment où il juge les autres. La justice, ce n'est pas la magistrature. La justice, c'est une fonction régalienne de l'État. Ce n'est pas une fonction de ces fonctionnaires qu'on appelle magistrats et qui sont des gens respectables et que je respecte personnellement. L'État a organisé les états généraux de la justice et non pas les états généraux de la magistrature. Les états généraux de la justice doivent donc donner naissance au Conseil supérieur de la justice et élargir les compétences actuelles du Conseil supérieur de la magistrature. Par exemple, il existe dans notre pays un Conseil supérieur de la défense et non un Conseil supérieur des militaires. Des questions liées à la défense du pays qui est une fonction régalienne de l'État. Mesdames et messieurs, la défense de notre pays commence par justice et puis paix, travail. Nous avons un ministre de la justice et non un ministre de la magistrature. Donc, nous avons des palais de justice et non pas des palais de magistrature. Et la justice, fondement de l'état de droit et non de la magistrature, mérite bien un conseil supérieur de la justice. Deuxième réforme. Il faut restructurer et démocratiser le Conseil supérieur de la justice. Mesdames et messieurs, en Espagne, le Conseil supérieur de la magistrature, qui porte un autre nom, a 21 membres. En France, plus ou moins 28. En Belgique, c'est 23. En RDC, le Conseil supérieur de la magistrature actuel compte environ 326 membres.
C'est inacceptable, c'est ingérable. Concernant la composition du Conseil supérieur de la justice, il faut la présence, 1, du président de la République, 2, du ministre de la Justice, 3, des magistrats du siège comme du parquet doivent être là. Des personnalités indépendantes issues de la société civile, des avocats. Je ne peux pas oublier mes collègues de la Birungu, le doyen, qui sont les 2 doyens là-bas, des professeurs de droit peuvent être membres du Conseil supérieur de la justice, des journalistes. Donc le Conseil supérieur de la justice doit être un organe démocratique et un miroir de la société congolaise pour s'occuper de la société. Il faut donc abolir le corporatisme actuel du CCF. On ne siège que les magistrats. C'est la tendance générale. En Belgique, en France, en Italie et partout, je vous donne un exemple. Il y a à peine quelques jours, on a vu le président de la République dans une réunion en train de traiter des questions de justice. Il faut donc prendre cette photo-là, la mettre dans la norme de la Constitution. C'est l'embryon, la préfiguration du futur consensus. Troisième réforme. Il faut donner au ministre de la Justice le pouvoir de déclencher une action disciplinaire contre un magistrat. Le ministre de la Justice de déclencher une action disciplinaire contre un magistrat. Ça se fait en Italie à article 14. Et je vais conclure par la dernière et la 4e réforme. Et je vais répondre à la question posée par le professeur, Luzolo-Bambi. Faut-il pouvoir judiciaire ou autorité judiciaire? Eh bien, 4e réforme, il faut supprimer le terme pouvoir judiciaire et le remplacer par le terme soit autorité judiciaire, soit de la justice. Je suis prêt à répondre à toute question qui pourrait être posée sur ce point. Monsieur le directeur général de FARDC, chers collègues membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Excellences, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Les assises des États généraux de la justice me paraissent à tout le moins à cette 3e journée ou 2e journée, parce que je le suis de très près, je n'étais pas là, je suis revenu pour y participer activement. Je semble voir certains à côté. Permettez-moi de le dire dans le sens que on dirait qu'on est en train de se faire des attaques selon qu'on est d'un camp ou d'un autre, et même au niveau dans des attaques un peu personnelles. Je voudrais vous rassurer qu'en ce qui me concerne, il n'y aura aucune attaque. Je serai
objectif. J'y réfléchis, je donnerai quelques pistes de solutions parce que le problème, il y en a. Là, il y a des hommes, là, il y a des problèmes. Et j'espère avec cela pouvoir contribuer à ce que le chef d'État appelle la renaissance de la justice. Et moi, je surajoute la régénérescence de la justice. Alors, le thème qui m'a été donné, c'est le pouvoir judiciaire, concept et controverse en RDC. Le pouvoir judiciaire, concept et controverse en RDC. Bon, monsieur le ministre de la Justice et l'équipe organisatrice ne m'ont pas consulté, ils ne m'ont pas donné la quintessence du thème, mais quand je vois le pouvoir judiciaire, je me dis, c'est comparativement aux deux autres pouvoirs, l'exécutif, ou plutôt le législatif et l'exécutif. Concept me ramène à définir ou à appréhender le sens du pouvoir judiciaire, et les controverses vont m'emmener certainement à voir s'il y a des tendances, quelles sont les réflexions croisées que se font ceux qui parlent du pouvoir judiciaire. Je vais aller très vite parce que devant cette tribune, hier j'étais encore là, les professeurs, aujourd'hui ou plutôt député national, on a locaux, les professeurs Martin Moulumba ont parlé pratiquement du même thème. Ce matin, j'ai suivi le professeur Tchibangou, qui a abondé aussi dans ce thème-là. Le professeur Iboula venait aussi de parler de certaines relations entre le ministère et le pouvoir judiciaire. Alors, pour aller très vite, le pouvoir judiciaire, malheureusement, et là, c'est un point de principe, n'a pas été reconnu par le professeur Tchiban comme étant un pouvoir. Il a carrément demandé, je parle non pas au niveau de sa personne, mais au niveau de ce qu'il avance comme théorie. Et là, je ne suis pas absolument d'accord. Il parle de l'autorité judiciaire qui devrait être instituée dans ce pays. Ça va nous ramener où? Depuis le temps de Montesquieu, la trilogie du pouvoir est connue. Législatif, exécutif et judiciaire. Aujourd'hui, on veut que ce pouvoir judiciaire n'existe plus. Qu'on parle de l'autorité judiciaire. La Constitution actuelle, nous l'avons lue et vous l'avez là où vous êtes. La Constitution actuelle a prévu la séparation de pouvoir. Il y en a même 4. Le président de la République, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Au fur et à mesure que la République démocratique du Congo a évolué dans le sens de la démocratie ou de la démocratisation des institutions, pour faire qu'un état de droit s'installe, et au fil du temps, nos constitutions ont changé et ont évolué. Quand il y a un peu plus de 35 ans, je commence la magistrature, nous avions dans la tête un ministre de la Justice, c'était le professeur Mambouya, mais il y avait aussi un président du conseil judiciaire, c'était Ken Wadou. Nous avons évolué, on est arrivé à Singapour, qui était président du conseil judiciaire, et on a constaté qu'on était dans des régimes autocratiques où le politique avait l'ascendant sur le judiciaire. Et en ce moment-là, le ministre, ou mieux, le président du Conseil supérieur de la magistrature, nommait les magistrats à titre provisoire. Est-ce que nous devons avancer ou nous devons reculer? Dans le sens d'avancer, de rejoindre le panthéon de tous les États
qui se disent démocratiques, les constitutions se sont succédées. Celle d'aujourd'hui, qui régit la RDC, remonte à l'année 2006. Viendra quelques révisions qui sont intervenues en 2011, et là, et nous allons le dire, moi je vais le dire clairement aussi, nous y trouvons un peu de cacophonie. Effectivement, l'article 149 de la Constitution de 2006 cite les cours et tribunaux comme membres du pouvoir judiciaire, n'est-ce pas? On ne cite pas les parquets. Mais vous allez plus loin, 2 articles plus loin, à l'article 152, vous pouvez le lire, on cite les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Et là-dedans, il y a le procureur général de la Cour de cassation. Et le Conseil supérieur de la magistrature, c'est l'organe de gestion des magistrats. Et là, un problème se pose. Parce que ça remet dans le pouvoir judiciaire le magistrat du parquet. Il y a des lois organiques qui sont intervenues par la suite, régissant les statuts des magistrats, celle de 2006 et puis celle de 2015. Il y a aussi la loi organique numéro 011-B du 11 avril 2013 sur le fonctionnement, les compétences, les attributions des juridictions d'ordre judiciaire qui définissent clairement ce qu'est le ministre de la Justice par rapport aux magistrats du parquet. C'est là où je voudrais m'attarder un peu parce que tout ce qui se dit ici, pratiquement, c'est autour de ça. Je ne vais pas me voiler la face. Monsieur ou son Excellence, Monsieur le ministre d'État, arrive au pouvoir et nous échangeons. Effectivement, maintenant là que je vous parle, nous avons, grâce à son Excellence, Monsieur le chef de l'État, qui a joué son rôle de régulateur du bon fonctionnement des institutions de la République, parce qu'il doit être au-dessus de toutes les institutions, nous avons pu atterrir et vouloir aller vers l'avant en attendant les réformes telles que les législateurs. Les législateurs, on les connaît dans ces pays, c'est le Parlement avec ses 2 chambres. Des projets partiront peut-être du gouvernement, des projets partiront peut-être ou des propositions de loi des membres du Parlement, mais comme nous voulons des réformes, moi-même je suis d'accord, parce que déjà ici, j'ai relevé que l'article 149 et 152 de l'actuelle Constitution ne permettent pas que tout se passe de la meilleure manière, parce que la lecture peut être biaisée, et c'est là où commencent les contradictions. Je voudrais que nous lisions ensemble, et c'est là où je parle déjà des controverses. Les concepts, c'est facile. Beaucoup de pouvoirs, dont le pouvoir judiciaire. Les controverses, c'est dans l'exercice du pouvoir judiciaire. Et la grande controverse, c'est dans les attributions du ministre de la Justice et celui du parquet. Si on s'en tient à l'article qui parle de l'autorité du ministre de la Justice sur les magistrats du parquet, je voudrais qu'ensemble, nous lisions cet article. Nous allons en tirer la véritable signification, et s'il y a des réformes, qu'on puisse le faire à l'état actuel des choses. L'article 70 de la conclusion de la loi portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire dit exactement ceci. Les officiers du ministère public sont placés sous l'autorité du ministre de la Justice.
dans ses attributions. C'est clair. Mais l'article continue. Celui-ci, donc le ministre, dispose d'un pouvoir d'injonction sur le parquet. Donc le même article est en train de définir quelle est l'autorité du ministre sur les magistrats. Il dispose d'un pouvoir d'injonction sur le parquet. Le même article continue. Il exerce son pouvoir d'injonction, donc, il l'exerce en saisissant le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la Cour d'appel, selon le cas, sans avoir à interférer dans la conduite de l'action publique. La loi est claire. Sans avoir à interférer dans la conduite de l'action publique. C'est clair. Le ministre a un pouvoir réel d'injonction. Le leitmotiv de cette injonction, quand nous lisons, nous allons la exposer du motif, est simple. Et moi, il y a quelque temps, je viens de prendre une instruction demandant aux magistrats de se saisir d'office de toutes les infractions qui se commettent à ciel ouvert. Il avait été constaté. Que le magistrat du parquet ne jouait plus son rôle d'être actif. Il attendait qu'on n'apporte pas devant lui une plainte pour pouvoir mettre l'action publique en mouvement. C'était sous ce temps que le législateur, en ce moment-là, avait donné l'injonction, le droit d'injonction au ministre de la Justice, pour que, à son niveau, dès qu'il constatait une léthargie ou des faits infractionnels pour lesquels aucune action publique n'avait été annoncée, de pouvoir donner l'injonction au parquet. Et ici, on parle du ministère public, le procureur général de la Cour de cassation et le procureur général ou le procureur général près les cours d'appel. Là, ça ne fait pas débat. Si on pouvait s'arrêter à ce niveau-là, je crois que chacun tirerait les conséquences pour l'exercice de ses attributions. C'est l'article 70 de la loi organique portant organisation, le fonctionnement de l'exercice, bref, les compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Je voudrais aller plus loin. Les lois, celui de 2006 et celui de 2015 sur les statuts des magistrats sont clairs à leur tour. Il stipule que le magistrat du parquet est placé sous l'autorité hiérarchique de son chef. Alors, là, à me demander quel est réellement le pouvoir d'injonction du ministre de la Justice. Au-delà de ce pouvoir d'injonction défini dans l'article 70, il y a aussi, pour nous qui sommes à la cassation, le pouvoir d'injonction qu'il fait au ministère public près la Cour de cassation pour interjeter les pouvoirs en cassation. Et là aussi, c'est l'indépendance du magistrat du parquet lorsqu'il est saisi de pouvoir conduire la matière. Lorsque moi, sur injonction du ministre de la Justice, je suis saisi pour interjeter les pouvoirs, je vois les moyens qui sont avancés. Et à la fin, si je trouve que les moyens ne sont pas cohérents, je prends le dossier, je classe ensuite, j'écris au ministre que, après étude, le pouvoir ne peut prospérer jusqu'au niveau de la Cour de cassation. Et c'est dans la même logique et philosophie qu'au niveau de l'injonction faite au parquet, le ministre, il est clairement bien dit, se retire de l'exercice de l'action publique lorsque l'injonction a été donnée. Les gens voudraient, tel que je l'ai senti ici dans la salle,
ou je ne sais pas qui est dans la salle, mais j'imagine que nous avons aussi des expatriés. C'est là aussi que nous devons faire très attention. Nous ne sommes pas seuls pays sur cette terre. Et ce que nous faisons, ce n'est pas que c'est pour nous propres. Vous savez, dans ce pays, il a eu, à un moment donné, le recours à l'authenticité. Et on est revenu sur ce recours à l'authenticité. Nous avons été dans un système unilinéaire, présidentiel en son genre. Nous sommes revenus sur ce système. Et à l'heure où la démocratie semble être le système de gestion de nos pays, mondialement parlant, je trouve écœurant parfois qu'on veut remettre ce qui est classiquement reconnu en cause et considérer que c'est devenu une tare. J'ai des solutions à ce poser. Par rapport à l'exercice du pouvoir, ou des pouvoirs selon ils sont trois. Des rapports qui doivent être régis entre eux. Et ici, il n'y a pas de thérapie magique. Le chef de l'État, en ce jour, se trouve être le régulateur des institutions parce qu'il est au-dessus de la loi. Et il peut arriver qu'entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, un problème survient. Le chef d'État peut renvoyer à la maison le Parlement. Vous le savez, c'est fonctionnel. De la même manière, il peut, après avoir constaté de manière flagrante un dysfonctionnement, renvoyer à la maison le gouvernement. Vous savez. De même, pour le même fait, il peut renvoyer à la maison le pouvoir judiciaire. Donc le chef d'État, c'est le régulateur. Je considère que le lui ou l'amener à présider un organe serait le remettre encore, parce qu'il serait président de cette institution-là, on lui donnerait un vice-président. Et vous voyez comment le gouvernement fonctionne. Il y a un premier ministre. Et le gouvernement, le chef du gouvernement, mais le conseil des ministres est présidé par le chef de l'État. Du profond de moi-même, je suggère que si l'on peut mettre ou introduire le chef d'État dans le giron du Conseil supérieur de la magistrature, je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose. Et ça se gérerait de la manière qu'est géré le gouvernement. En ce moment-là, il y a un chef du gouvernement qui se trouve être le Premier ministre, qui serait le président du Conseil supérieur de la magistrature, qui présiderait à temps réel ce Conseil supérieur de la magistrature, et le chef de l'État, dans tous les cas, toutes les résolutions lui sont soumises. Celui qui nomme et révoque les magistrats. Au-delà de ces personnes, vous avez également d'autres problèmes. Parlons un peu des conflits fonciers. Même les chefs coutumiers également réclament. Je crois qu'on leur a donné également des unités. Donc vous voyez que là également, il se pose un problème. Comment est-ce qu'on peut exercer l'action publique librement sans pour autant être impliqué à ces obstacles? Là également, c'est une maladie. Alors maintenant, lorsqu'on nous dit que on justifie, ou le professeur justifie sa position de révision de la Constitution et de la composition et même de l'indépendance sur le fait que la justice est décriée, bon, je vous le conseille, d'autant plus qu'on n'a même pas un élément de mesure. Mais moi je vous dis par exemple que si vous lisez le journal Le Point, il est publié un sondage qui a été fait en France, où 3/4 de la population de France, on vous dit, ne pas être
d'accord ou content de sa justice. Ce n'est pas pour autant qu'on touche aux organes. Donc je crois que le problème également, c'est au niveau de l'attitude des hommes et des animateurs et des moyens qu'on donne au pouvoir judiciaire. Donc le pouvoir judiciaire n'a pas de moyens et il est incapable de pouvoir travailler. À l'exemple que vous avez donné, depuis avant-hier, j'ai l'impression que nous naviguons dans des contradictions intérieures. Des gens qui viennent avec des cas particuliers, des problèmes qui les concernent, les posent, et ça donne l'impression et on généralise. La maladie doit être appréciée au regard de tous les acteurs de la justice. Si on croit que les problèmes c'est simplement au niveau de la magistrature, nous ne réglons pas les problèmes de ces pays. Je vais moi également vous donner deux exemples. Chef d'office, je reçois une veuve avec des orphelins, avec une veuve, entre guillemets, et des orphelins qui soutiennent qu'on leur a arraché leur immeuble. J'échange avec elle et il fait qu'est-ce qu'on constate après instruction, que cette dame-là, effectivement, a eu des enfants avec un monsieur et ils ont cohabité longtemps sans être légalement mariés. Mais à l'insu de cette dernière, le monsieur a contracté un mariage avec une autre dame légalement, sous un régime de communauté universelle. Une fois que le monsieur est décédé, pour la dame et la communauté, la maison occupée revenait automatiquement à la veuve et aux enfants. Et quel devait être le comportement du parquet? C'est pourquoi il faudrait faire la distinction entre dire le droit et rendre justice. On peut dire le droit sans rendre justice. Donc je crois qu'il faudrait que nous puissions apprécier ces choses-là sous tous les aspects. L'aspect légalité-justice. Je veux bien. Tout ce qui est légal n'est pas nécessairement juste. Alors on demande aux magistrats de faire quoi? D'être juste ou de dire ou d'appliquer la loi. Donc les problèmes doivent être analysés dans sa globalité. Et malheureusement, monsieur le ministre n'est pas là. C'est là également le rôle de l'intellectuel congolais et le ministre qui a beaucoup d'attributions et le gouvernement peut aider à la vulgarisation des textes. On ne doit pas être réducteur, monsieur le professeur, à croire qu'à réduire les compétences du ministre à la seule gestion des prisons. Pas du tout. Il a plusieurs attributions. J'ai donné l'exemple de Singaroutou et Kengo Adondo ensemble, ministre et PG, ensemble ont construit la justice de ces pays après l'indépendance. Donc, si les hommes, chacun dans les limites de ses attributions, ensemble nous acceptons de travailler dans l'intérêt de ces pays, tout le monde en sortira gagnant. Pointer l'autre du doigt, on ne rend pas service à la nation. Chercher à toucher au texte, on ne rend pas non plus service à la nation. Je sais que le professeur Chibango, c'est depuis 2007 qu'il se bat pour la modification de cet article. Je me réserve de ne pas dire certaines choses. Donc, je crois que là également, nous pouvons nous comprendre. Nous avons les OPJ, nous avons les greffiers, nous avons les huissiers de justice. Chacun de nous a sa part de responsabilité. Nous prenons également le ministère de la Justice, qui a le pouvoir, de par la loi, de doter les infrastructures nécessaires au bon fonctionnement de la justice. Ça, ce sont les attributions également du ministre. Le ministre a beaucoup d'attributions. On ne doit pas nécessairement voir. Même dans les pays, on sait ici. En France, le ministre de la Justice ne dit pas le droit. Mais la spécificité du droit congolais, c'est qu'il y a des canaux de collaboration entre les pouvoirs. Outre l'injonction, les ministres de la Justice, par des instructions, par des notes circulaires, peuvent donner des indications sur la politique criminelle et sur la politique pénale du pays. Au jour d'aujourd'hui,
Depuis 2006, les conseils supérieurs de la magistrature, disons-les clairement, surtout son administration, n'a jamais fonctionné, faute de moyens. Nous avons aujourd'hui, je suis renseigné, plus de 300 dossiers qui sont en souffrance au niveau des chambres de discipline, simplement parce qu'il n'y a pas de moyens. Donc on donnerait des moyens aux chambres de discipline, elles fonctionneraient normalement et on ne parlerait pas des problèmes des corporatistes. Alors moi je voudrais plutôt réfléchir autrement. On ne donne pas les moyens simplement puisqu'on veut bloquer la machine et invoquer ce qu'on veut invoquer là. Donc moi je crois qu'avec un peu de volonté politique, les choses peuvent changer. Donc je vais dire que pour terminer, que mesdames et messieurs, les ressources financières sont extrêmement importantes pour le pouvoir judiciaire et le bon fonctionnement. Donnons les moyens à notre justice, pas simplement aux magistrats, c'est très important, mais également aux autres acteurs de la justice, comme les greffiers, les secrétaires des parquets, puisque d'abord nous avons un personnel vieillissant, même les jeunes qui viennent ne sont pas formés, et ça également ce sont des obstacles à une bonne administration de la justice. Je crois que nous avons essayé de ramasser, à moins qu'il y ait une question qui nous ait échappé, mais je voulais rassurer Maître Kabamba, c'est que nous sommes restés dans les limites du terme qui nous a été donné. On ne pouvait pas parler ni des greffiers, ni des huissiers, encore moins des autres acteurs de l'administration de la justice. Je vous remercie. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo ba lobakaki buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozala Moana, massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions comme Bisognoso, tous s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool, Afrique Cool, merci beaucoup, l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Hello everybody, my name is Doni Kulabuna. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Je vais placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko à reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Voilà. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Tu s'abonner parce que trophée Ezali à Bino. Voilà. Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.
Tudo.